Tu vois la taille de la Mongolie? Wow, so big! Eh bien, si tu vois pas la taille de la Mongolie, ça fait grosso modo 3 fois la France, soit 1,5 million de kilomètres carrés. Eh bien, dis-toi que cet ensemble, qui peut te paraître vaste, a failli faire partie d'un empire encore plus grand, à savoir l'Union des républiques sociales et soviétiques. Oui, oui, je te mens pas, hein. La Mongolie a bien failli faire partie de l'Union des républiques sociales et soviétiques. Mais pour ça, on va comprendre pourquoi. On va comprendre pourquoi la Mongolie a failli en faire partie, et surtout pourquoi elle n'en a finalement pas fait partie. Enfin, c'était à deux doigts, hein. On va comprendre tout ça. Allez, on envoie le générique. Alors, pour comprendre hein, cette union qui peut vous paraître étrange, on remonte légèrement dans le temps. On va pas remonter à des centaines et des centaines d'années en arrière, hein, ça sert à rien. Laissez-moi vous ramener donc à peu près dans le courant du XXe siècle. Et même avant. Hein. Donc un petit peu avant le XXe siècle, la Mongolie, donc, que vous connaissez, qui est l'État indépendant, donc, faisait partie intégrante de l'Empire Qing, qui régnait sur une vaste étendue territoriale couvrant la Chine, le Tibet, la Mandchourie et d'autres régions qui voulaient être indépendantes, tout simplement. Cette intégration de l'Empire Qing s'est réalisée progressivement au XVIIe siècle, à la suite de la victoire des Mandchous sur les différents khanats mongols, mettant fin à des siècles d'indépendance et de lutte interne dans les steppes. Bien que les Mongols, hein, ils aient conservé une certaine autonomie culturelle et religieuse sous la domination mandchoue, ils étaient subordonnés politiquement et bien évidemment administrativement, donc à l'Empire des Qing. Ils étaient tout simplement sous leur autorité, même s'ils avaient une légère indépendance. Ensuite, on avance un petit peu dans le temps. Il y a la chute de l'Empire Qing et la proclamation d'indépendance. On est en 1911. À l'époque, je devais avoir, je dirais, 16-17 ans. Par là. Non, bien sûr, c'est une blague. Donc, au début du XXe siècle, l'Empire Qing, affaibli par des décennies de crise interne, de corruption et de pressions étrangères, notamment les Européens, hein, qui font du commerce de l'opium, notamment sur les ports chinois. Donc, cet empire s'effondre sous le poids de la révolution Xinhai en 1911. Cette révolution, qui marque la fin de la dynastie Qing et l'instauration de la République de Chine, ouvre une période d'instabilité politique dans toute la région. Donc on passe d'une ère, c'est vraiment une révolution parce que la Chine a toujours connu des empereurs et donc c'est en 1911 que démarre sur le territoire chinois la Première République. Profitant de cette situation, la Mongolie extérieure, et bien sûr encouragée par la Russie impériale, proclame son indépendance en décembre 1911. Les élites mongoles, guidées par des chefs religieux et politiques, voient dans cet événement une occasion unique de se libérer de la tutelle chinoise et de restaurer leur autonomie. Le Bogdo Khan, donc le chef spirituel du bouddhisme mongol, est déclaré chef d'État, marquant ainsi le retour à une monarchie théocratique. Cette déclaration d'indépendance est soutenue par la Russie impériale qui, en tant que voisin, influent bien évidemment, et également intéressé par la région, cherche à étendre son influence tout en affaiblissant la Chine. Bon, c'est les guerres perpétuelles d'influence et en quelque sorte de colonisation, de récupération de territoires limitrophes entre la Chine et la Russie. Donc ça, vous connaissez. Par la suite, on est entre 1911 et 1919. Donc la proclamation d'indépendance de la Mongolie extérieure n'est cependant pas acceptée par la République de Chine, qui considérait la région comme une partie intégrante de son territoire. En 1913, les autorités chinoises tentent de réaffirmer leur souveraineté sur la Mongolie, mais elles rencontrent une résistance mongole renforcée par le soutien logistique et militaire de la Russie. Bon, c'est pas la même chose que les guerres du XVIIe siècle. La Chine, qui est totalement affaiblie par ses propres luttes internes et par une situation politique instable, ne parvient pas à reprendre le contrôle total de la région à ce moment-là. Bon, pour la Chine, en gros, c'est la grosse galère. C'est un petit peu comme quand ton collègue fume une clope en soirée et ne trouve pas de feu. C'est la galère. Donc cependant, la Première Guerre mondiale, donc, elle arrive. On est en 14-18 et bouleverse l'équilibre des puissances dans la région.
la Russie est engagée dans le conflit mondial et affaiblie par la révolution bolchevique de 1917. C'est un petit peu le problème un petit peu du territoire de la Russie, qui est un territoire énorme, hein. Donc la Russie est et en Europe, et donc dans le Proche-Orient, et dans le Moyen-Orient, et en Asie de l'Est. Donc dans le cas, c'est théorique, mais dans le cas où il y a une guerre alliant Européens et Chinois contre les Russes se retrouvent face à de fortes difficultés. Donc ensuite, il y a, comme je vous disais, la révolution bolchevique de 1917, où la Russie perdit temporairement son influence sur la Mongolie. Profitant de cette situation, les autorités chinoises déploient des troupes en Mongolie en 1919. Sous la pression militaire, le gouvernement mongol fut contraint de signer un traité. Le traité, donc renonçant bien évidemment à l'autonomie donc, des Mongols sur le territoire. Et donc, par la suite, ils devaient accepter de revenir sous l'autorité de la Chine. Cette occupation chinoise a été mal acceptée par la population mongole, qui l'a perçue comme une trahison de leurs aspirations à l'indépendance. Par la suite, donc, on est en 1919 à ce moment-là. Après 1919 vient bien évidemment 1920. Donc en 1920, la situation changea de nouveau, et très rapidement, avec les bouleversements consécutifs à la guerre civile russe. Les troupes blanches anti-bolcheviques, sous le commandement du baron Roman von Eugen-Sterben, envahirent la Mongolie en 1921. Ce chef militaire, excentrique et féroce, rêvant de restaurer l'empire mongol de Gengis Khan, prit temporairement le contrôle de la région en exploitant le mécontentement mongol face à l'occupation chinoise. Malgré ça, son régime brutal et son mépris pour les populations locales le rendirent rapidement impopulaire. Dans ce contexte chaotique, les bolcheviks, qui cherchaient à étendre leur influence en Asie centrale, décidèrent d'intervenir en Mongolie avec l'aide de l'armée rouge et des membres du Parti populaire mongol, qui était fondé en 1920 et favorable à l'indépendance sous influence soviétique. Les troupes bolcheviques chassèrent les forces de von Eugen-Sterben et les troupes chinoises de la Mongolie extérieure en juillet 1921. Donc vous le voyez bien, vous concluez ça pour ceux qui prennent des notes, mais le territoire de la Mongolie est totalement convoité. Auparavant, il appartenait à la Chine, donc il n'y avait pas vraiment de questions à se poser, c'était un territoire chinois, mais la révolution chinoise a amené à la conclusion suivante, qui est que la Chine ne pouvait pas gérer et les révolutions internes dans les grandes villes et la Mongolie, qui a amené donc à son autonomie. Par la suite, après la défaite des forces étrangères, le Parti populaire mongol établit un régime de monarchie limitée avec Bogdo Khan comme chef d'État nominal. Cependant, le pouvoir réel était détenu par les dirigeants communistes mongols soutenus par l'Union soviétique. Un certain Lénine, que vous ne connaissez pas j'imagine, voyant dans la Mongolie un terrain idéal pour étendre le socialisme, déclara que le pays pouvait passer directement du féodalisme au socialisme, évitant ainsi la phase capitalisme. Donc c'était en fait une façon de conclure pour Lénine que le capitalisme n'était pas nécessaire et qu'on pouvait passer directement au socialisme sans passer par le capitalisme. La mort de Bogdo Khan en 1924 marqua un tournant décisif. Et oui, tout le monde meurt. Le Parti populaire mongol réorganise le pays, et le Grand Toural, donc le Parlement, proclama la République populaire mongole. Ce nouvel État devint alors un satellite soviétique, subordonné politiquement, économiquement et militairement à Moscou. La Mongolie extérieure, bien que officiellement indépendante, fonctionnait de facto comme un État client de l'URSS, jouant un rôle stratégique en tant que tampon entre la Russie soviétique et la Chine. Donc on le voit, la proclamation d'indépendance de la Mongolie extérieure en 1911 est le résultat d'un contexte d'effondrement de l'Empire Qing et d'influence croissante de la Russie impériale. Cependant, donc, le territoire reste assez instable, il y a des interventions chinoises, des luttes de pouvoir au niveau international qui replongent la Mongolie dans une période de chaos avant qu'elle ne devienne une république en 1924. C'est le boxon, je me permets de le dire. Par la suite, si ça vous dérange pas, on passe donc en 1924. Donc c'est un tournant
à ce moment-là décisif de l'histoire de la République mongole, où on va y avoir notamment pas mal de réformes politiques. Donc à ce moment-là, Balingin Tesserendorf, pardon, je ne suis pas mongol, devient chef du gouvernement, tandis que Pelugin Genden assume les fonctions de chef de l'État. Durant cette période, le parti donc révolutionnaire du peuple mongol, le PRPM, s'organise en établissant un comité central et un bureau politique. L'Assemblée législative, connue sous le nom de Grand Oural, joue un rôle équivalent au Soviet suprême en supervisant le pouvoir exécutif, choisissant et destituant les ministres. Le président du Parlement, quant à lui, occupe symboliquement le rôle de chef d'État selon la Constitution. Le territoire est réorganisé administrativement avec la création des provinces, elles-mêmes divisées en districts. Plus tard, des coopératives agricoles appelées Negdel voient le jour, subdivisées en brigades de travail, donc brigades, et sections, Kesdegd, puis dans petits groupes de familles, Suuri. Une monnaie nationale, le tougrik, est introduite en 1925, marquant un jalon important dans la consolidation économique du pays. De 1925 à 1928, une série de réformes fiscales est mise en œuvre pour limiter le pouvoir des grands propriétaires terriens et religieux. En 1926, ces derniers détiennent encore 50% du cheptel. Cependant, la collectivisation de l'agriculture, amorcée dès 1928, s'avère désastreuse. Cette politique entraîne une crise économique majeure, aggravée par des confiscations de troupeaux et des biens appartenant au monastère redistribués aux petits éleveurs. La montée des tensions sociales atteint son paroxysme en 1932 avec une insurrection générale contre la collectivisation forcée, brutalement réprimée par l'armée populaire. Donc là on le voit, donc il y a le peuple contre le communisme, ou ceux qui représentent le communisme, et donc ceux qui vont représenter le régime communiste vont s'appuyer de l'URSS pour être aidés, ça c'est un point, et par la suite donc il va y avoir tout un tas de révoltes contre ce régime. Les années 1930 sont marquées par une vague de purges sanglantes orchestrée par Orlo Yogin, Kshkost Blachchan, ministre de la guerre qui accède à la tête de l'État en 1929. C'est pas un rigolo le mec, je préfère vous prévenir. La répression atteint son apogée entre 1937 et 1939, avec l'élimination de l'intelligentsia religieuse et laïque. Une campagne anti-religieuse sans précédent vise à éradiquer le bouddhisme, considéré comme un frein à la modernisation. Il y a près de 700 monastères, faut vous dire, qui sont détruits et des milliers de moines exécutés ou contraints de se laïciser. Les purges politiques éliminent également les opposants au sein du parti, notamment Hamaïdan Amar, ancien Premier ministre, et Bonravjavin Bachsanjaf, secrétaire général du PRPM. Ces purges, soutenues par l'Union soviétique, provoquent environ 100 000 morts sur une population totale de 700 000 habitants. C'est énorme. On n'en parle jamais malheureusement de ces purges, mais heureusement chez Atlas, on en parle. L'URSS joue un rôle déterminant dans l'évolution politique et militaire de la Mongolie. La menace expansionniste du Japon, notamment avec la création de l'État fantoche de Manchukuo à la frontière mongole, pousse l'URSS à renforcer sa présence militaire dans le pays. Pour ce faire, il va y avoir une série de traités, qui vont être des traités d'alliance signés entre 1921 et 1936, qui scellent progressivement l'inféodation de la Mongolie à l'URSS. Par ailleurs, le marxisme-léninisme devient la doctrine officielle, enseignée dans les écoles, tandis que l'apprentissage du russe est rendu obligatoire. En fait, ça devient un petit peu, si je puis me permettre, comme le Kazakhstan. Le territoire est en train de devenir russophone petit à petit. Et parmi certains représentants et dirigeants expansionnistes de l'URSS, alors pas tous, il y a un souhait de revendication concernant l'union de la Mongolie à l'URSS, que ce territoire devienne sous la gérance de l'URSS, tout simplement. Malgré la violence et les crises économiques, certains projets sociaux sont réalisés. Donc la population augmente de 651 700 à 738 200 habitants.
et le cheptel national double malgré les confiscations. Et tout ceci en une dizaine d'années. La scolarisation fait un bond significatif de seulement 576 enfants scolarisés en 1924. On passe à 25 000 en 1940. Le nombre de médecins augmente également, passant de 2 à 108 durant la même période. La mortalité infantile est réduite de plus de 2 tiers. Donc on le voit, c'est assez intéressant. Hein. C'est comme certains territoires qui sont isolés et qui ne peuvent pas avoir accès à certaines capacités médicales, des hôpitaux, des choses comme ça. La Mongolie, certains pourraient se dire, ou certains ne connaissent pas, mais certains pourraient se dire que c'est un territoire qui est plus ou moins civilisé, mais à l'époque, ça n'était pas le cas. Ça n'était pas le cas. Et donc, c'était un des points soutenus par l'URSS. Donc en 1940, la Mongolie entame sa deuxième phase de socialisation avec l'introduction des plans quinquennaux, visant à stimuler la croissance économique et sociale. Cependant, ces efforts sont ralentis par la Seconde Guerre mondiale, qui mobilise près de la moitié du budget national. Cette même année, il va y avoir donc Yum Jagjin Chendenbai, donc jeune économiste de 23 ans, qui devient secrétaire général du comité central du PRPM, tandis que Cho Balsan reste la figure dominante du régime en tant que chef de gouvernement. En dépit des traumatismes causés par les purges et les politiques coercitives, cette période jette les bases d'une transformation profonde de la Mongolie entre modernisation forcée et dépendance soviétique. On le voit, c'est un pari gagné pour Lénine qui passe ce territoire du féodalisme directement au communisme, sans passer par son célèbre ennemi, le capitalisme. Malheureusement, donc à la fin des années 30, il va y avoir un danger qui est représenté par l'expansion japonaise qui devient de plus en plus concret. Alors que la seconde guerre sino-japonaise s'intensifie, une zone frontalière disputée entre le Manchukuo était sous contrôle japonais et la Mongolie est à l'origine d'un incident frontalier qui dégénère rapidement en 1939. Ce conflit se transforme en une guerre ouverte opposant les forces japonaises et mandchoues à une coalition des troupes soviétiques et aussi mongoles. Grâce au soutien militaire de l'URSS, les Japonais sont repoussés. Par la suite, le Japon redirige ses efforts vers le sud, se concentrant sur la guerre contre la République de Chine. En 1940, la Mongolie adopte une nouvelle constitution inspirée du modèle soviétique, renforçant l'influence de l'URSS sur le pays. Dès 1941, l'économie mongole est restructurée pour répondre principalement aux besoins soviétiques dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Lors des conférences de Yalta, Staline exige comme condition de l'entrée en guerre de l'URSS contre le Japon la reconnaissance par la Chine de l'indépendance de la Mongolie. Après d'intenses négociations, Chiang Kai-shek accepte finalement cette condition. Le 15 août 1945, un traité d'amitié est signé entre la Chine et l'URSS, entérinant la souveraineté de la République populaire mongole. Ce traité marque la fin des ambitions de Orlogin Chobalshan d'annexer la Mongolie intérieure, qui reste une région chinoise. La Mongolie, fidèle alliée de l'URSS, joue un rôle stratégique lors de l'invasion de la Mandchourie par les troupes soviétiques. En plus d'offrir une base arrière, elle fournit également des renforts militaires, consolidant son importance dans les opérations de la fin de la guerre. Répondons maintenant à la question à laquelle vous avez cliqué. C'est pour cela. Je sais, je raconte un petit peu ma vie. Ça m'arrive. J'aime bien vous raconter des histoires. Pourquoi alors la Mongolie n'a pas fait partie, n'a pas intégré l'URSS? Et d'ailleurs, celle-ci, comme je vous l'ai montré, qui était en position de puissance lors de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Alors pour comprendre pourquoi l'URSS n'a pas annexé la Mongolie, et pourquoi la Mongolie n'a pas demandé à être annexée et à intégrer l'URSS, donc il y a eu déjà une identité nationale. Donc malgré l'influence considérable dont je vous ai expliqué de l'Union soviétique sur la Mongolie tout au long du XXe siècle, la Mongolie n'a jamais intégré l'URSS en raison de sa forte identité nationale et de sa volonté de conserver une certaine autonomie. Depuis sa proclamation en tant que République populaire, la Mongolie s'est inspirée du modèle soviétique pour structurer son gouvernement, son économie et sa société. Toutefois, les dirigeants mongols, même les plus proches de l'URSS, comme Orlogin Chobalsan, tentaient de préserver l'existence d'un État mongol distinct, héritier d'une longue histoire remontant à l'empire mongol du Grand Khan. Vous connaissez, c'est l'oncle Gengis.
Donc cette identité nationale a été enracinée et a motivé les Mongols à éviter une absorption complète par l'Union soviétique. Également, donc, il y avait une importance stratégique. Donc l'URSS avait tout intérêt à maintenir la Mongolie comme un État indépendant sous son influence plutôt que de l'intégrer directement. En effet, la Mongolie jouait un rôle crucial en tant qu'État tampon entre la Chine et l'URSS, offrant une zone de protection contre toute agression venant de l'Asie de l'Est. Si la Mongolie avait été intégrée à l'URSS, ça aurait risqué de provoquer des tensions supplémentaires avec la Chine, qui revendiquait encore ce territoire. La situation géopolitique sensible de la région, notamment durant les conflits avec le Japon et la guerre froide, rendait cette indépendance stratégique pour l'URSS. En gardant la Mongolie comme un État séparé mais contrôlé, l'URSS pouvait étendre son influence sans risquer de déclencher une crise internationale majeure. Également un contexte historique. L'histoire de la Mongolie extérieure est marquée à son appartenance à l'Empire Qing. Son indépendance et son alignement avec la Russie soviétique a également contribué à sa non-intégration à l'URSS. La Mongolie s'est rapprochée de l'Union soviétique pour échapper à la domination chinoise et sécuriser son indépendance. Toutefois, les Mongols ont structuré leur État sur le modèle soviétique, tout en conservant leurs propres institutions, traditions et pratiques culturelles. Les dirigeants soviétiques eux-mêmes voyaient la Mongolie comme un terrain d'expérimentation du socialisme dans un contexte non russe, permettant ainsi de démontrer l'universalité du modèle sans nécessairement intégrer le pays à l'URSS. Il y a également la reconnaissance internationale de l'indépendance de la Mongolie, qui a joué un rôle clé. Lors de la Confédération de Yalta en 1945, l'Union soviétique a obtenu de la Chine la reconnaissance de la souveraineté mongole, scellant ainsi l'avenir du pays comme un État indépendant. Cette reconnaissance était une condition pour la coopération militaire de l'URSS contre le Japon, et elle empêchait l'annexion de la Mongolie par l'Union soviétique. En outre, l'indépendance mongole a permis à l'URSS de maintenir une façade d'alignement avec les principes de l'autodétermination nationale, renforçant son image sur la scène internationale. À travers ces accords, la Mongolie a pu préserver son statut d'État distinct, tout en restant étroitement alignée sur les intérêts soviétiques. Également, donc, si on peut remonter un peu en arrière, il y avait également donc, le but de Lénine, qui souhaitait que le monde entier soit anticapitaliste et soit communiste. Et pour ce faire, donc, Lénine ne voulait pas un monde globalisé. Il ne voulait pas un seul pays qui ait comme capitale Moscou. Non, non, pas du tout. Il souhaitait que les pays qui avaient leurs particularités et qui avaient leur façon d'être continuent à être, mais que ces pays deviennent soviétiques, tout simplement. Le but, c'était pas... le projet n'était pas de conquête, mais le projet était idéologique. Il y avait également donc, des tensions ethniques. Donc l'intégration de la Mongolie à l'URSS aurait pu exacerber des tensions ethniques et culturelles entre Mongols et autres populations de l'URSS. Les Mongols, fiers de leur héritage historique, donc qui remontait au Khan, auraient probablement résisté à une assimilation complète dans une structure étatique dominée par les Russes. De plus, l'URSS était déjà un État multinational avec des conflits ethniques internes, et le fait de récupérer la Mongolie, en fait, qui aurait demandé son indépendance et qui avait plus de capacités que d'autres territoires, ça aurait pu engendrer d'autres indépendances. Donc en fait, c'était pas un bon deal pour les Russes, puisque finalement, annexer la Mongolie aurait amené à son indépendance, et serait amené à d'autres demandes d'indépendance sur le territoire. Donc pourquoi pas dans le Caucase, le Kazakhstan et autres. Également, il y avait la crainte d'un précédent pour d'autres républiques. Donc intégrer la Mongolie à l'URSS aurait pu créer un précédent dangereux dans les relations soviétiques avec d'autres pays sous son influence. Ça aurait pu encourager des pays comme la Pologne, la Roumanie et la Tchécoslovaquie à craindre une absorption similaire et à résister plus activement à l'influence soviétique. En maintenant la Mongolie comme un État satellite, donc l'URSS pouvait projeter une image de respect pour l'autonomie nationale tout en exerçant un contrôle total sur les affaires intérieures du pays. Donc là, on le voit bien, l'objectif de l'URSS est d'exporter son idéologie, mais ce n'est pas que le monde entier devienne russe, parce que le monde entier ne le veut pas. Et les gens font la guerre, comme la Pologne, comme la Tchéquie,
comme l'Ukraine ou comme tout un tas de territoires, pour arriver à leur indépendance. Donc le but n'était pas de devenir la nouvelle Allemagne et de devenir la nouvelle conquérante. Il y avait une distinction entre l'Allemagne nazie et l'URSS communiste. Il y avait aussi des contraintes économiques, donc le territoire de la Russie avait déjà des difficultés économiques importantes pour maintenir et développer les républiques existantes de l'Union. L'intégration de la Mongolie, donc un pays pauvre et rural à cette époque, aurait présenté un fardeau supplémentaire pour les soviétiques. La Mongolie n'avait pas d'infrastructure, pas d'industrialisation, pas de ressources exploitables en comparaison avec d'autres républiques soviétiques. Donc en fait, l'URSS pouvait bénéficier de sa position stratégique, de ses propres ressources, sans utiliser la Mongolie qui n'en avait pas. Et également, donc, il y avait l'échec des tentatives de coopération. Donc, dans les années 20, certains leaders mongols et soviétiques avaient envisagé l'idée d'unir la Mongolie extérieure, donc la Mongolie, dans une entité pan-mongole sous l'influence soviétique. Cependant, donc, la vision a été abandonnée en raison de l'opposition de la Chine, du manque de soutien des populations locales en Mongolie intérieure et de la complexité géopolitique de l'idée. Cet échec conduit l'URSS à se concentrer sur la stabilisation de la Mongolie comme un État indépendant plutôt que de risquer des conflits internationaux. En fait, l'URSS avait déjà des problèmes et des affaires pour s'occuper de ça également. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles la Mongolie n'est pas devenue russe et est restée donc indépendante jusqu'à aujourd'hui. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, pensez à aimer, à partager, à commenter. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de qualité, comme d'habitude. Hein. C'est ici que vous trouverez les meilleures vidéos. Vous le savez depuis le temps que vous venez, mais vous ne le dites pas ça. Ah là 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 là. Donc on like, on partage, on commente, on enregistre la vidéo. Et vous pouvez me laisser un don, si vous pouvez. Allez, à bientôt. Salut les amis.